Beaucoup de personnes cherchent à vivre des choses formidables. S'ennuient ou quoi? Oui, 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 oui. Et puis en même temps, ce côté, c'est vrai, ce côté familier, ce côté de... Voilà, on est dans du connu. Mais c'est l'histoire de la grenouille. Vous savez comment on fait cuire la grenouille, hein, si vous la mettez dans l'eau bouillante, elle ressort vite fait. Mais si vous la mettez dans l'eau froide et vous allumez un petit feu, bon, moi personnellement je suis végétarien, mais quand même, il faut le savoir. La grenouille, petit à petit, est anesthésiée par la douce tiédeur. Et puis quand l'eau, voilà, une fois qu'elle est chloroformée comme ça, et qu'elle s'aperçoit qu'elle est en train de cuire, c'est trop tard. Et nous, beaucoup de vies peuvent ressembler parfois à ça. C'est pris dans le quotidien. Je disais que on voit dans les thérapies de couple, etc., c'est vrai que le quotidien tue l'amour. Voilà. Mais toute pratique est destinée à mourir si elle se contente d'être reproduite, y compris les pratiques traditionnelles. Alors, nous, ça nous pose une question, enfin, ce qui concerne le mouvement spontané, aucune, parce qu'on a fait le choix délibéré d'être dans la créativité. Mais c'est important pour accéder au mouvement spontané, parce que là, il y a un paradoxe. Hein. Par exemple, nous sommes en train d'apprendre une forme, la grande forme, la forme joyeuse. Bon, il y a la forme profonde, structurante, la forme joyeuse, exprimer de l'énergie. Et dans un premier temps, c'est vrai que nous allons nous attacher, et c'est le mot, à reproduire la forme. Le plus fidèlement possible, les spirales, etc. Pour pouvoir être dedans et tout seul, chez soi, pouvoir le faire. Bon. Et à un moment donné, s'en libérer. Donc ça, c'était notre mission, hein, en tout cas dans notre école. Si on devait faire passer des examens, enfin, le problème c'est qu'on a débarrassé de tous les problèmes de grade, de rituels, etc. Il n'y a pas de grade, tout le monde est pareil. Il n'y a pas de débutant, il n'y a pas d'ancien. Seul le moment présent compte. Donc par contre, si on devait faire, je ne sais pas, un passage de grade, et qu'une personne reproduise fidèlement, il serait collé. Si le contraire, voilà. Par contre, s'il dit des choses à lui, s'il exprime des choses qui lui appartiennent, quelle richesse. Alors, voilà, les bons pédagogues, on en a deux ici. Hein. C'est une richesse de laisser s'exprimer les enfants. Même si à un moment donné, on va leur apprendre des choses qu'ils ne savent pas, leur apprendre à lire, à écrire. Alors, nous aussi, on apprend à lire, à écrire, on apprend une grammaire. On va passer à ça juste après. Cette grammaire, cette syntaxe, cette grammaire transformationnelle, générative dont je parlais, c'est référence à la même chose on apprend ça. Donc oui, il y a un vocabulaire, il y a une façon d'utiliser le corps qui va nous permettre d'abord de reproduire, d'être dans cet ordinaire et ensuite de créer du mouvement spontané. Alors la deuxième question, c'est accéder au réel. Je me dis, c'est vrai que ce qui est rassurant, mais aussi ce qui est mortel, c'est cette pratique répétée. Alors on se demande aussi, parce qu'à force de vouloir aussi, à l'inverse, de renouveler, vous savez, c'était cette sorte d'insatisfaction. On retrouve ça aussi beaucoup. Des personnes, il y a des gens qui sont ensemble, en couple, et puis à un moment donné, bon, ça s'use, hein, il y a une usure, je sais pas, du désir par exemple. Et puis, ils cherchent ailleurs, alors bon, une sorte de partenaire. Et puis, hop, coup de foudre, nouvelle histoire. Et puis, et quelques temps après, pour s'apercevoir que c'est la même chose en couleur, et qu'on revit les mêmes choses, c'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose au fond qui est toujours présent, et qu'au-delà de notre recherche de choses différentes, on retrouve quelque chose qui est semblable. Hein. Ça, c'est aussi intéressant comme expérience. Hein. On va arriver tous au même point, même si on prend des chemins différents. Alors là, ça veut dire aussi que notre besoin de rechercher des choses nouvelles, peut correspondre à quelque chose qui pourrait être demeuré vivant, hein, puisque ce qui est vivant est continuellement en renouvellement, régénéré. Alors, dans les besoins qui sont fondamentaux pour nous, voilà déjà deux polarités. Un besoin de stabilité rassurante, en reproduisant des formes, etc., du connu, et un besoin de renouveler, d'aventure, donc un besoin d'ancrage, d'enracinement, hein, son emprise, et puis un besoin d'aventure, de renouvellement, etc., de nouveau, d'inconnu. Alors dans les besoins fondamentaux, par exemple, on a besoin de pouvoir s'exprimer authentiquement, d'être en tant qu'être humain, d'être entendu et compris. S'exprimer authentiquement, ça signifierait pouvoir exprimer ce que nous sommes, par exemple, le plus sincèrement possible. Ça s'appelle l'authenticité, c'est un besoin important chez l'être humain, chez nous tous. Mais est-ce que quand je m'exprime, est-ce que quand je parle, est-ce que quand je bouge, je suis moi-même? Non, pas quand je parle en disant ce que quelqu'un a dit, je suis porteur de sa parole, porte-flambeau.
C'est Bouddha qui disait un soir, soyez vous-même votre propre flambeau, pas des porte-flambeaux. Je suis la lumière, je ne suis pas la lune, je suis le soleil, pas le reflet du soleil. Donc ça c'est important. Parmi nos besoins fondamentaux, c'est vrai qu'il y a besoin d'exprimer, d'être entendu, compris, d'être reconnu, d'exister, et d'être accepté tel que nous sommes, etc. Et de partager, d'échanger. C'est les 4 besoins fondamentaux de tout être humain. Mais s'exprimer authentiquement. Voilà la différence. Pour nous, dans notre art corporel, c'est ce qui est important, c'est de nous exprimer authentiquement. Et chacun étant différent, chacun s'exprime sincèrement, authentiquement, tel qu'il est. Ça va être intéressant. Donc au-delà, donc, vous voyez, le phénomène de transcendance, c'est voir à travers. Et l'idéal, c'est que la forme joyeuse, si c'est Vincent qui le fait, si c'est Luc, voilà, si c'est Thomas, il va y avoir 5 formes joyeuses, différentes. Parce que chacun est différent. Formidable ça. Qu'est-ce que c'est barbant de voir les championnats de France de Qatar quand vous voyez la même chose. Tout est formaté, donc c'est la normalisation. L'éducation des enfants est une vaste formalisation, normalisation aussi. Vous voyez, on tue la différence alors que c'est une richesse. Donc dans nos pratiques, ça c'est important. Vous voyez le paradoxe entre l'ordinaire et l'extraordinaire. La première chose, c'est ça. Ensuite, c'est vrai que d'être entendu et compris, c'est-à-dire que l'autre soit capable de me percevoir tel que je suis, ça c'est important. Donc, on parle, vous voyez, d'expression et on parle de regard que l'on porte sur l'autre. Et ça se développe, regard. Il faut pouvoir voir à travers ce qu'une personne, c'est ça la transcendance, voir derrière ce que la personne montre, ce qu'elle est, par exemple. Donc dépasser cette forme. Alors ça, on va beaucoup travailler là-dessus. Et puis après, bon, pour éviter cet ordinaire qui nous ennuie et qui est mortel, parce que l'ennui c'est mortel, la reproduction est mortelle, c'est rassurant, bon, c'est vrai que tout ce qui est comme ça, c'est sécurisant. On va se divertir, par exemple. Donc ça, c'est la place du divertissement. Ça nous distrait, quoi. Faire des choses, s'amuser, mais aussi faire des choses exceptionnelles. Pourquoi est-ce qu'on veut faire des choses formidables au lieu de faire des choses simples? Alors je dis, si je fais une pratique simple, est-ce que je peux transcender la technique, c'est-à-dire qu'une chose tout à fait simple peut me faire vivre une expérience extraordinaire. C'est ça? Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste 3 mouvements et puis là tu as l'air complètement extatique. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la manière de vivre les choses les plus simples. Donc ça, la transcendance. La transcendance, c'est déjà, à travers quelque chose d'ordinaire, vivre quelque chose d'extraordinaire. Être capable de faire ça est intéressant. Dans les techniques informelles, par exemple dans le zen de la vie quotidienne, ou dans la pleine conscience informelle, vous pouvez vivre une expérience sensorielle extraordinaire en faisant la vaisselle, en marchant, en étant assis, comme on l'a fait tout à l'heure. Faire la vaisselle est une expérience sensorielle extraordinaire. Dites pas ça aux femmes. Non, c'est les hommes qui font la vaisselle, il paraît. En quoi ça consisterait? Ça consisterait à ne pas faire comme d'habitude. Et à ne pas percevoir cette expérience. Comme d'habitude, ça veut dire comme la vaisselle que j'ai fait hier. Ou à ne pas le percevoir comme une corvée. Mais c'est-à-dire que je vois une fourchette pour la première fois. Quand je regarde cette fourchette qui sort de la mousse. Et que quand je frotte cette assiette, c'est vraiment des sensations que je vis pour la première fois. Et à chaque fois, c'est la première fois. Et ça, c'est donc pas dans la répétition. Être dans l'instant présent et vivre ce qu'on a à vivre, c'est exceptionnel quand c'est dans la première fois. Donc oui, c'est possible de faire ça, le divertissement. Alors c'est en même temps, sublimer le réel, c'est une forme de fuite. Puisque ce qui nous fait peur, c'est la répétition. Parce qu'on a bien conscience que c'est mortel de reproduire. On sait bien qu'on est coincé dans quelque chose qui va nous conduire et qui va finir mal. La peur de la maladie, la peur de la vieillesse, la peur de la mort, c'est difficile, c'est Descartes qui le disait déjà. L'homme fuit parce qu'il est incapable d'être en face de ça, cette réalité. Donc quels sont nos différents moyens de fuir? Donc il y a ça c'est vrai dans le divertissement, et puis on a peur de découvrir notre condition d'être humain finie. Ah oui, vous allez mourir, c'est la bonne nouvelle de la matinée. Vous savez, vous allez mourir. Enfin, moi je sais.
Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça n'a aucune importance. Mais c'est une réalité, effectivement, qui est inconfortable pour certaines personnes. Mais qui conduisent, donc, voilà, toute répétition est associée à ça. Et comment sortir de là? Alors oui, il y a une manière d'échapper aussi à cet ordinaire répétitif et ce familier qui finira mal dans la perception qu'on peut en avoir, et qui nous pousse à le fuir de mille et une manières, en sublimant par exemple. Il y a l'art par exemple. L'art, voilà, le geste créateur permet de transformer quelque chose. Une réalité, hein. Ce qu'il faut, c'est transformer ce que nous vivons. Si vous preniez, je me souviens de ce peintre qui avait peint des vieilles paires de chaussures trouées. Enfin, dans la réalité, c'est vrai que ça n'a rien de... Par contre, sur un tableau, reproduit à 50 exemplaires avec des nuances, c'est fantastique de contempler cette vieille paire de chaussures toute pourrie. Et là, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Ouais, c'est terrible. Donc, c'est vrai que dans l'art, on a trouvé cette transcendance. Tout dans le courant, donc surréaliste. Hein, j'ai dépassé la réalité. Marcel Duchamp, l'urinoir, etc. Et puis donc on s'intéresse à cette littérature, j'avais cité la dernière fois, c'est Rod Grillet dans Les Gommes, et qui décrit une tomate. Mais c'est vrai que c'est quand vous entrez dans cette réalité, avec une façon inhabituelle de regarder cette réalité, par exemple de l'infiniment petit ou voilà, de macroscopique. Hein. Une tomate vue de près a grandi 1 millionième de fois, c'est monstrueux, donc ça fait peur. C'est une tomate, oui, mais pourtant c'est familier. Oui, mais vu comme ça, c'est extraordinaire. Donc notre regard a changé. Quel est le regard qu'on porte sur les choses? C'est ce qu'il décrit dans ce roman. Mais à propos de ça, c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples qui nous permettent de percevoir comme ça. Tout le courant surréaliste, c'est ça. Une façon de s'évader certaines mortalités. Alors aussi, par contre, on est confronté à ce moment-là à un autre phénomène, c'est-à-dire que ça devient étrange. Et même inquiétant. C'est une expérience qui est aussi inquiétante. Alors, j'avais cité là aussi Sartre dans La nausée, quand à un moment donné, il décrit, il boit un verre de bière, et puis à un moment donné, il dit et je me suis senti glisser dans la peur. On a découvert ce verre de bière et il a commencé à... Voilà. Et c'est l'étrange, l'inquiétante étrangeté de cette façon de percevoir la réalité. C'est vrai que c'est étrange. C'est étrange et inquiétant de percevoir le phénomène ordinaire de cette manière. Donc là, il y a une limite, vous voyez, je ne sais pas si on est toujours ensemble, mais il y a une limite. C'est que de percevoir ce caractère un peu étrange. Ça veut dire que inquiétante étrangeté, on est dans un univers inconnu. Ah oui, pourtant ultra connu, tellement familier, et en même temps inconnu, parce qu'on le redécouvre avec un autre regard. Alors, ce qu'on se dit là est complètement en rapport avec le mouvement spontané, je précise afin qu'on sache dans quelle direction on va. Et ça veut dire que je deviens étranger à cette réalité-là. Je me sens étranger à cette réalité-là. Ça, c'est important. Un caractère étrange me donne le sentiment d'être étranger à ce monde. On peut parfois, dans nos pratiques, avoir le sentiment d'être un étranger au milieu des autres, parce que nous vivons quelque chose de différent. Ça arrive, ça. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est ça. Et on peut prendre l'histoire de beaucoup de philosophes et de Ramakrishna, par exemple. De l'extérieur, on dit qu'il est devenu complètement fou. Fou, on disait qu'il était fou. Voir la vérité en face, c'est dangereux. Dans tous les écrits, on le dit. Hein. Donc chercher, c'est aussi parler des Heidegger, chercher l'essence de l'être, ou l'essence, la nature des choses. Donc on va retrouver toute la philosophie de Chuang Tzu avec l'origine, la nature des choses, le fonctionnement naturel des choses. C'est-à-dire voir cette chose qui est réelle derrière la réalité apparente, être en contact, et c'est ça qu'on veut vivre dans le mouvement spontané. Développer cette capacité à être en contact avec ce qui est derrière les apparences, derrière la forme, vivre quelque chose qui soit directement dans le réel. Alors l'essence de l'être, cette recherche, ou de la nature des choses, donc c'est la voie, c'est pas la voie des formes, c'est la voie non-forme, la voie qui n'a pas de forme.
Ça va être important pour nous. Donc pour pouvoir accéder à cette manière d'être et de pratiquer, donc c'est pouvoir se libérer du connu. Encore un ouvrage de Krishnamurti, se libérer du connu. Tant qu'on est dans le connu, dans la reproduction, dans le familier, dans l'ordinaire, on n'est pas dans le réel. Et c'est difficile, à partir de ce moment-là, de pratiquer le mouvement spontané. En tout cas, c'est à cette façon de percevoir la pratique qu'on est arrivé. On y est arrivé par la pratique, bien sûr. Donc ce renversement du regard, et il y a vraiment, c'est plus qu'un renversement de la perception, c'est-à-dire c'est un saut quantique. À un moment donné, vous changez complètement votre manière de percevoir et de vivre certains événements. C'est la pratique qui nous permet de faire ça. Donc ça c'est le point que je voulais souligner. Bien sûr, on va maintenant distinguer le moyen de parvenir à, je ne sais pas si on est d'accord d'ailleurs, de parvenir à cet état d'être. En tout cas, dans l'enseignement qui est le nôtre, dans cette pratique du mouvement spontané, c'est vrai qu'on va chercher à atteindre cet état, cette façon d'être. Alors ça peut vous paraître peut-être pour l'instant un petit peu comme on pourrait rechercher au sein d'un monastère ou d'un temple, ou voilà, quelque chose de vivre, des expériences particulières, un peu en dehors du monde, mais là je vous parle de la vie quotidienne. En fait, cette pratique et cet état, une fois qu'on est en chemin, en tout cas, ou que de temps en temps, mais de plus en plus souvent, on peut l'atteindre, est extrêmement bénéfique dans la vie quotidienne. Puisqu'on va se débarrasser de certains conformismes, une façon de voir les choses a priori, de préjugés, etc., pour pouvoir voir les choses directement, d'être en relation avec les personnes directement. C'est là où la pleine conscience nous aide, parce que la pleine conscience va nous permettre d'être authentiquement en relation avec soi-même, avec les autres, avec le monde. Ça va s'appeler la présence attentionnée ou la présence attentive, les deux d'ailleurs. Quand je suis en relation avec quelqu'un, est-ce que je suis, on l'a souvent évoqué ensemble, est-ce que je suis réellement là? Pleinement, je veux dire, pleinement être en relation avec quelqu'un. Ben non, quand vous observez bien, non. Non, non, beaucoup de personnes ne sont pas là. Hein. Vous leur parlez, ils vous regardent, ils vous écoutent, ils vous disent oui, oui, ils ne sont pas là. Pas là totalement, un petit peu là. Un peu, passionnément, la folie, pas du tout. C'est ça, la qualité de la présence, hein. Donc cette qualité d'attention, vous voyez, attention et conscience, ça va être important. Donc c'est aussi à ça qu'on va déboucher. C'est grâce à la pratique qu'on va aussi, dans la vie quotidienne, dans nos relations de tous les jours, hein, pouvoir être connecté à soi, aux autres et à la nature de manière différente. Donc c'est vrai que si la transcendance vise le rapport à l'autre, hein, c'est voir derrière, au-delà de ce que l'autre montre, etc., être en contact avec ce qu'il est, c'est cette écoute des princes, on disait. Hein. Krishnamurti disait ça. Avec David Bohm, il disait, j'écoute pas ce que vous dites, monsieur, je vous écoute vous. Ouais, je vous écoute vous. Qu'est-ce qu'il écoute? Pas les mots, pas le... Ouais, c'est ça la connexion authentique. Donc, ça donne une qualité de présence dans la relation qui est extraordinaire. Enfin, nous, on va le pratiquer. Alors, la transcendance, c'est ça. Elle est au-delà de l'apparence, d'être en contact direct. Transcender les formes, transcender les mots pour arriver au cœur du sujet. Et l'immanent, c'est ce qui est au fond. Alors, souvent, on discutait de ça. Ce qui est immanent, c'est vrai qu'en toile de fond, il y a ça. C'est un état. Alors, la transcendance, c'est un processus qui va nous permettre d'arriver à un état. Cet état, c'est de s'apercevoir que nous sommes tous interdépendants, tous connectés. C'est ce fond commun. Donc, vous voyez que l'immanence va toucher tout ce qui est commun. On va rechercher ce qui est semblable. La transcendance, on va travailler sur ce qui est différent. Donc, il y a le soi qui est fusionné, hein, ou bien il est différent. Il y a une défusion, séparée. Pour l'instant, on est dans la confusion. C'est-à-dire, la confusion, c'est ni l'un ni l'autre, quoi. Ça signifie que la pratique, enfin pour moi en tout cas, la pratique est un processus d'apprentissage, en fait, hein,
qui est au travers des arts corporels. C'est l'objet du collège de recherche en anthropologie des techniques du corps qu'on a créé avec des amis, Serge, Mireille, Christophe, Vincent, etc. Et c'est important. Parce que ce qu'on cherche, c'est ça, au-delà du média du corps, il y a quelque chose qui nous rassemble tous, au-delà des cultures et de l'espace et du temps. Et c'est important, donc, on a trouvé cette voie, cette pratique nous permet d'atteindre cette étape. Donc on n'oppose plus les choses. Hein. C'est important de pouvoir apprendre en tout cas, ou améliorer, on ne part pas de zéro, hein, la connexion avec soi-même pour être soi-même. La connexion avec les autres pour être authentiquement en relation avec les autres, la connexion avec la nature, c'est comme c'est le film Avatar, hein, avec la nature, avec notre temps, avec l'histoire. La connexion, elle est dans tous les sens, dans l'espace et dans le temps. Et quelle est la qualité de cette connexion? Et là, obligatoirement, il y a 1, se connecter, 2, créer. Pas de création sans connexion. Donc on retrouve, vous voyez, cette réconciliation. Donc, quand on reproduit la forme, on se connecte à une certaine façon d'être dans le mouvement, etc. Puis, automatiquement, à un moment donné, on va s'autoriser à partir et à improviser. Donc c'est tous les apprentissages qui viennent du corps poétique, etc. Donc pour s'apercevoir qu'au fond, finalement, il y a une seule pratique, c'est la pratique de l'amour, hein, c'est l'harmonie, l'énergie universelle. Donc ça c'est l'enseignement de Morihei Ueshiba, c'est ce que des références. Hein. Tout est amour, l'amour c'est le lien, c'est le cœur de l'univers, c'est la grande force qui relie tout ce qui est vivant ensemble. Si je voulais aller un petit peu du côté métaphysique et mystique, parce que c'est une métaphysique, bien sûr. On va rencontrer ça dans nos pratiques. Et d'accord pour au début pratiquer de manière ludique et pour jouer ou pour avoir la forme, ça n'a aucune importance. On n'est pas dans une secte. Hein. Comme toujours, les personnes viennent et pratiquent selon leurs besoins, leurs désirs, leurs envies. Et tout est bien. Et à un moment donné, en cours de route, effectivement, puisque c'est une voie, ça va nous permettre d'arriver quelque part. Et peut-être, en tout cas, nous espérons, nous aider à mieux vivre ce qu'on a à vivre. En fait, la connaissance, dans la pleine conscience, par exemple, de John Kabat-Zinn, qui a beaucoup développé ça, c'est du yoga vipassana, du bouddhisme tibétain. On va pratiquer cet après-midi un petit peu, parce qu'on en a absolument besoin pour pratiquer le mouvement spontané. Il y a de développer des capacités, des compétences qu'on ne développe pas habituellement. Habituellement, oui, les habitudes. Pour se mettre en conformité avec le monde, on n'a pas développé ce genre de pratique, parce qu'on n'en a pas besoin dans le monde qui est le nôtre. Donc, par contre, pour s'harmoniser complètement et se conformer à ce que les autres attendent de nous, est-ce que le monde actuel, un petit peu carré, hein, pas tout à fait rond, qui dysfonctionne, vous pouvez vous adapter à un monde malade, mais ça risque de vous rendre malade. Par contre, être différent demande des précautions et d'être assez solide, bien sûr, d'être immergé dans ça. La connaissance, l'accès à la connaissance. Hein. La connaissance, c'est pas un truc encore, moi je suis pas du tout mystique, hein, c'est vraiment très pratique. Je vise des choses pratiques, le bonheur, hein, la santé, des choses simples. Hein. Je vise pas très haut, enfin je sais pas si c'est haut ou pas haut. L'accès à la connaissance, hein, c'est voir la vue juste, l'action juste, le mode de vie juste, la pensée juste, enfin, c'est l'octuple sentier de Bouddha. Voir, à un moment donné, notre nature de Bouddha, c'est-à-dire nous sommes déjà... L'éveiller, c'est être éveillé à sa nature, voir que les choses sont déjà là, et vous êtes déjà comme ça. Par contre, le problème, c'est qu'on ne le sait pas, toujours. Je crois, hein, c'est pareil. Bon, alors, la direction. Oui, on n'est pas dans un objectif où voilà, on part de A pour aller à B. Si j'atteins pas B, je suis vraiment pas méritant. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Voilà, ton objectif, c'est de devenir un saint, de devenir ceci, cela, pure lumière. Alors là, non. D'abord, si jamais c'était vrai, ça va nous séparer des autres, alors qu'ils sont pareils à nous, hein, parce que c'est ce qu'on voit. Ils sont semblables à nous sommes semblables à eux, et nous ne sommes pas ni meilleurs, ni moins bons. Par contre, avoir un sens, c'est une vision. Il y a une étoile, et c'est important d'avoir une vision, c'est-à-dire se dire, voilà, je sais que, en tout cas, moi, par exemple, je sais dans quel sens j'ai envie d'aller. Il y a des valeurs, des choses qui sont bonnes pour moi. Il y a aussi des éléments que, à force, au fil du temps, j'ai découvert. Donc, c'est ça aussi, ça sert, hein, de faire du chemin. Je ne suis pas au bout, hein, mais enfin, juste ça a permis de me donner une direction.
Je sais que c'est dans cette direction que j'ai envie d'aller. Alors des fois, j'y suis pas, même complètement, et des fois, j'y suis mieux, dans la bonne direction, dans le bon sens. Voilà. Et je sais dans quel sens j'ai envie d'aller. Ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour les autres, et ça je sais. Donc c'est important déjà de donner un sens à ce qu'on fait, un sens à la pratique. C'est pour ça que je vous parle comme ça et que nous parlons de ce sujet ici. Parce que si on ne donne pas un sens à notre pratique du mouvement spontané, si là on se met uniquement dans du corporel, d'abord vous allez vous prendre la tête et faire des nœuds avec les bras et les jambes, hein, avec les spirales que je vous propose, ça va vite vous rendre malade et insatisfait et frustré, éventuellement. Par contre, c'est important pour moi que ce soit important pour vous de savoir dans quel sens on va. Parce que voilà, c'est plus lumineux quoi, de savoir tout ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et quelle est la réalité qu'on cherche à travers ça. Donc en toute humilité, c'est une direction, on n'y est pas tout le temps, on n'est pas parfait, bien évidemment. Hein. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est donner vraiment du sens, une raison d'être à notre pratique. Et quand vous observez autour de vous, il y a beaucoup d'endroits où on enseigne aussi bien le qigong que le karaté, que le judo, ou que la danse, peu importe, hein, où les pratiques n'ont pas de sens véritablement. Sinon, un peu narcissique, un peu pour flatter ceci ou cela, où on vous vend de la bonne santé, on vous vend 3 kilos en moins, enfin bon, comment briller, une satisfaction assez éphémère. Donc voilà, c'est important que, voilà, d'être dans une direction, quelque chose qui nous dépasse. Est-ce que c'est dangereux? Il faut du courage pour affronter la vérité, hein, de ce que nous sommes. Connais-toi toi-même, c'est sur le fronton de Delphes, mais en même temps, c'est être soi-même. Avoir le courage d'être soi, je crois que c'est Salomé qui a écrit ça, un truc comme ça. Alors, c'est un peu ça, hein, la pratique. En tout cas, finalement, tous les éléments de la pratique, on va maintenant se remettre debout et pratiquer des formes, des enchaînements. Donc, vous voyez, au niveau énergétique, il y a une science de l'énergie. L'être humain fonctionne selon des schémas énergétiques qu'on connaît bien. Et c'est important d'utiliser à bon escient notre énergie. Ce sont des phénomènes naturels. Hein. Donc tout ce qu'on va pratiquer, finalement, c'est un processus d'apprentissage. Donc c'est par des expériences que nous allons pouvoir éprouver des choses, prendre conscience d'autres phénomènes, et puis à un moment donné, bon, c'est dans ce sens-là qu'on va. Ça devrait être bénéfique pour nous, pour la santé, et aussi nous aider à être plus conscients de ce que nous avons à vivre. Le bonheur n'étant pas nécessairement confortable, c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'à partir de ce moment-là, vous êtes un illuminé, en dehors du monde, protégé, les autres souffrent et vous êtes... Non, ça veut dire que nous allons souffrir, bien sûr, comme tout le monde. Et il y aura des hauts et des bas, aucun souci. Par contre, nous allons vivre ce que nous avons à vivre. Nous allons le vivre pleinement. Ça, c'est important. Vivre pleinement ce qu'on a à vivre. C'est pas être séparé des autres, par contre, c'est vivre peut-être la même réalité que d'autres personnes, et c'est pas péjoratif ni un jugement de ma part, mais qui sont un peu plus dans le brouillard, peut-être, hein, on voit, on ne parle même pas de personnes qui sont malades, hein, c'est simplement des personnes qui sont un peu paumées dans quel sens est leur bonheur, et puis on peut vivre des choses aussi difficiles que ces personnes-là, et on va accepter de les vivre pleinement. Et quand on sera dans une période plus positive, on va participer avec joie et pleinement à la vie. Voilà. C'est aussi ça, hein. La pleine conscience, c'est ça. C'est pour nous. Donc se dire que de passer d'une pratique corporelle, méditative, à la vie quotidienne, ben oui, sinon, on est dans un phénomène. Enfin, bien sûr, c'est toujours intéressant de faire un peu de gym, de se bouger le corps. Hein. De respirer, mais c'est pas le sens de la voie, c'est pas une voie pour nous. Nous, ce que nous pratiquons, c'est une voie. C'est ni un sport, ni un loisir, c'est une voie. On peut le pratiquer comme un sport, on peut le pratiquer, vous pouvez le pratiquer comme un loisir, il n'y a aucun souci. Mais c'est aussi une voie. Une voie philosophique, un art de santé, une pratique corporelle, un sport aussi. Et que chacun il prenne ce qu'il a envie, besoin d'y prendre. C'est vrai qu'il y a une dimension artistique, une dimension technique. Pourquoi ça sert la voie des formes?
Ils sont gentils. Beaucoup de maîtres aussi ont souvent ce discours. Mais dans la réalité, c'est pas ce qu'on voit. C'est dans la réalité, moi j'ai aussi beaucoup fréquenté la Dominique René, c'est vraiment dans la réalité, c'est pas ce qu'ils font, et c'est pas ce qu'ils enseignent. Donc c'est ça aussi moi qui me gêne, enfin, c'est pas une critique de la tradition, mais oui, en même temps, il y a certains, c'est une question de pouvoir, hein, certains, il n'y a pas que les japonais, mais les chinois, enfin bon. Chaque fois que je m'enferme dans une forme, c'est mortel, c'est-à-dire je mortifie tout ce qui est, y compris les personnes qui sont avec moi. Donc nous, la forme n'est qu'un prétexte, c'est un média. Le corps est un média. Par contre, ce qu'on n'a pas appris, nous, la plupart du temps, c'est à utiliser notre énergie, c'est à respirer pleinement. C'est notre corps. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas de corps. C'est d'être vivant, pleinement vivant. Il y a Marshall Rosenberg qui a créé la communication non violente, parle de mort-vivant. Et la moitié de la population, nous sommes des morts vivants. Nous ne vivons pas pleinement ce que nous avons à vivre. Il y a des gens qui n'ont pas de corps, on le voit bien quand, en tant qu'enseignant depuis très longtemps. Je vois des fois arriver sur le tapis des personnes qui ne sont pas, qui sont pas dans leur corps, quoi, simplement. Donc déjà, ces formes, c'est-à-dire ces pratiques corporelles, mais pas seulement, et énergétiques, et respiratoires, et spirituelles, enfin spirituelles par religieux, hein, sont des techniques qui sont destinées à nous réconcilier avec notre corps, avec notre énergie, on en a, hein, apprendre à la produire au lieu de tout le temps la dépenser, apprendre à respirer au lieu de respirer comme on respire, quoi, comme on peut, puisqu'on n'a jamais appris à respirer pleinement. Apprendre à être plus conscient, la conscience, alors qu'on a une conscience ordinaire qui capte tout ce qui va au bon vent de tout ce qui nous arrive sans discrimination. Et puis, peut-être aussi une force de notre esprit, c'est-à-dire aussi qui est là, qui est puissant. Sans mystifier tout ça, simplement, c'est la réalité de l'être humain, une réalité qui a une profondeur, quoi, qui n'est pas simplement la façade des personnalités. Persona en grec, ça veut dire masque. Ces jeux de rôle que beaucoup d'êtres humains, moi y compris, nous avons la plupart du temps. À côté de nos baskets, à côté de notre corps, à côté de notre énergie, à côté de notre souffle, à côté de soi-même. Si on utilise les formes, c'est pour reconnecter ces choses-là ensemble. C'est juste c'est juste pour ça. Mais une fois que les connexions sont faites, on n'a besoin d'aucune forme. On saura respirer comme on sait marcher. On saura utiliser notre énergie pleinement. On saura être pleinement conscient, puisque la conscience, on l'a déjà. C'est uniquement la voie des formes, c'est juste un processus d'apprentissage, comme je l'ai dit. C'est cette transcendance qui nous permet de faire des apprentissages. Et une fois que vous avez acquis ces apprentissages, il n'y a plus qu'à vivre, hein, normalement. Être heureux, être malheureux, être en colère, travailler, dormir, rêver, se placer à l'origine des événements, le non-agir, transcendance. Oui, mais moi je dis oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Les conférences sur oui, mais comment on pratique ça, monsieur Chuang-Tzu? Comment on fait pour vous dites que c'est un monde meilleur? Comment on fait? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un chemin pour concrétiser ces belles choses. Hein? Vivre naturellement, retrouver. C'est une pratique, de toute façon, c'est une pratique. Mais il le disait à leur époque. Authentique. Oui. On se dit, tout le monde parle du Tao, mais personne ne pratique. Oui, c'est ça. Oui, donc, je veux dire, eux-mêmes en étaient conscients. Hein. Attention. D'ailleurs, Chuang Tzu a vécu dans une extrême pauvreté. Ça rejoint ta question, de mots. Et on comprend avec des mots. Enfin, je viens de parler de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Comment magnifier le quotidien. On peut tous le faire si on veut. Il suffit d'être un peu artiste de sa vie. Hein. On a vu déjà que d'être un peu dans cette dimension, si on passe de la technique à l'art, uniquement par un renversement de regard. Mais l'aphorisme, avant je voyais les montagnes comme des montagnes et les rivières comme des rivières. Puis après 30 ans ou 40 ans de zen, je ne voyais plus du tout les montagnes comme des montagnes et les rivières comme des rivières. Ah oui, d'accord. Et au crépuscule de ma vie, à nouveau, je vois les montagnes comme des montagnes et les rivières comme des rivières. Ça décrit vraiment le passage. Difficulté, et je crois que c'est ce que tu soulignais aussi, vu que c'est à un moment donné, je peux rester coincé dans l'étape intermédiaire où je ne vois plus les montagnes comme des montagnes, les rivières comme des rivières, je me sens étranger à ce monde-là. Et si possible, avec un peu de jugement sur les pauvres malheureux qui sont coincés dans leur ordinaire,
et qui ne sont pas illuminés comme moi, des choses comme ça. Ça devient dangereux. Non, avec, voilà, à un moment donné, quand même, on fait le tour de ça. Mais par contre, c'est autrement. C'est un changement, non pas de degré, où j'ai évolué, mais un changement de nature. C'est pour ça qu'on parle de saut quantique. À un moment donné, de toute façon, ça ne se décide pas. Quand tu vois, tu vois. Bon, ben, quand on sait, c'est pas je crois, c'est je sais. Je sais parce que j'ai éprouvé. Donc après, c'est vrai que faire un chemin pour guider, accompagner les personnes, de façon à ce qu'elles-mêmes trouvent par elles-mêmes, parce que ça n'est pas transmissible, hein, cette expérience. C'est ça aussi que nous faisons ensemble. C'est tout. Je ne vais pas dire que c'est comme des satori, hein, c'est voilà, de temps en temps, hop, on est dedans, on se sent juste, on se sent relié, on est pleinement puissant, clairvoyant, etc. Et c'est pas tout le temps, voilà, c'est pointillé. Arriver à ce qui est décrit, c'est à un moment donné, je puise de l'eau, je coupe du bois, voilà, la vie est belle. Oui, c'est-à-dire je vis. Je vais enseigner, je vais travailler dans mon jardin. C'est ça. On va finir par retrouver une vie normale, ordinaire, mais à un autre degré de vie. C'est les paradoxes. Voilà, la conscience qui apparaît. Le travail sur la conscience, il est, vous voyez, aussi, c'est la complexité de tout ce qui est vivant. Hein. On termine par ça, mais quand on parle d'amour universel, bon, ça peut paraître religieux, mystique, etc., mais c'est une réalité. Et ça dépend de nous, de nous reconnecter à soi-même, aux autres, au monde. C'est ça l'amour. L'amour, c'est connexion.